Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous le début de l'épreuve XENS MP 2024, donc qui est sorti tout simplement hier matin. Donc le début de cette épreuve m'intéresse puisqu'il parle de champs électromagnétiques, il parle du solénoïde, dans lequel on va pouvoir, dans l'approximation d'un régime quasi-stationnaire, calculer le champ électrique induit, puis en déduire le mouvement d'une particule pour parler de quantité de mouvement du champ électromagnétique. Donc ce sont des notions qui ne sont pas forcément évidentes, qu'on n'a encore jamais rencontrées et qui pourraient potentiellement tomber dans d'autres concours. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause quand vous le souhaitez pour chercher les questions avant de regarder la correction. Donc dans cette première partie, on étudie justement les grandeurs associées au champ électromagnétique et notamment la quantité de mouvement. Donc on définit des densités volumiques de quantité de mouvement petit g et de moment cinétique petit l par les formules qui sont données ci-dessous. Et donc la densité de quantité de mouvement, c'est g égale epsilon 0 e vectoriel b. Donc ça c'est la densité de quantité de mouvement. Donc c'est epsilon 0 e vectoriel b. Et dans un premier temps, on va vous demander un petit peu des questions de dimension. Donc rappelez l'expression du vecteur de Poynting, notez pi, donnez sa dimension et son unité courante. Donc bon, le vecteur de Poynting, j'espère que vous savez tous que c'est E vectoriel B sur mu0. Et donc sa dimension, on sait que la puissance rayonnée, c'est l'intégrale sur une surface de pi scalaire ds. Donc en termes de dimension, le vecteur de Poynting, c'est une puissance sur une surface. Alors, on ne sait pas si on veut aller un petit peu plus loin dans les dimensions du système international. Une puissance, c'est une force fois une vitesse. Par exemple, divisé par une surface. Et donc, une force, c'est une masse fois une accélération, donc mlt-2, fois une vitesse lt-1, divisé par une surface L carré. Et donc, on se retrouve avec m lt-2 fois une vitesse divisé par une surface, donc m tout simplement t-1 ici. Donc on aurait pu utiliser le fait que la puissance, c'est une énergie sur un temps. C'est une autre possibilité. Ce qui m'aurait fait une énergie, c'est une masse fois une vitesse au carré. Donc m L2 t-2 divisé par t. Ce qui m'aurait fait m L2 t-3. C'est bien t-3 ici que j'ai d'ailleurs, je me suis trompé. t-2 fois t-1, pardon, ça fait bien t-3. Donc comme quoi parfois ça vaut le coup de vérifier. Et donc on a bien le Poynting qui est en kg seconde moins 3. Alors on me demande son unité usuelle. L'unité de pi, c'est pas celle que je viens de donner ici. C'est tout simplement le watt mètre moins 2 dans la mesure où on a ici une puissance sur une surface. Alors, exprimer petit g en fonction du Poynting. Donc justement on a que petit g est égal à epsilon 0 e vectoriel b. Et donc là je vais multiplier par mu0 sur mu0, c'est une opération blanche. Et ça va tout simplement me donner epsilon 0 mu0 fois le Poynting. Et je pense que vous savez tous que epsilon 0 mu0, ça fait 1 sur c carré. Et donc on en déduit que la densité de mouvement, c'est 1 sur c carré, la densité de quantité de mouvement du champ électromagnétique, fois le Poynting. Très bien. Donner la dimension de G et L et vérifier que grand G et grand L sont respectivement homogènes à une quantité de mouvement et un moment cinétique. Donc là, on va pouvoir se servir de ce qu'on a fait avant. Donc on a que la dimension de petit g, c'est la dimension du Poynting sur la dimension d'une vitesse au carré. Et donc la dimension du Poynting, on avait trouvé mt-3, divisé par une vitesse au carré, donc lt-1, donc l carré t-2. Ça fait donc m l-2 t-1. Et donc ça, on peut le réécrire comme étant m l t-1 sur L3. Et donc on a bien la dimension d'une quantité de mouvement, m fois v, sur un volume. Donc on a bien que la dimension de grand GEM est la dimension d'une quantité de mouvement. Donc ça c'est bien homogène.
n'y a pas de problème là-dessus, une masse fois une vitesse sur un volume. Donc quand on multiplie par le volume, on va bien récupérer une masse fois une vitesse. Et le moment cinétique, petit l, c'est tout simplement OM vectoriel G. Donc c'est la dimension d'une longueur fois la dimension de petit g. Et donc je vais récupérer tout simplement m L2t-1 sur L3 en termes de dimension. Et donc ml2t-1, ça donne bien un moment cinétique, hein. C'est bien, c'est OM vectoriel mv, donc c'est bien une masse fois une vitesse, mlt-1, fois une longueur, OM vectoriel mv, sur L cube, donc c'est bien la dimension d'un moment cinétique sur un volume. Donc on a bien les dimensions qui sont les bonnes. Alors donc pour la suite, voilà, donc là je vous invite à mettre de nouveau pause pour chercher les questions 3 à 8 qui concernent le solénoïde. Donc on nous dit qu'on considère un solénoïde comportant grand N spire de rayon petit b de longueur grand L suffisamment grande pour négliger les effets de bord. Le solénoïde est parcouru par un courant variable I, et donc on a I de t qui va valoir trois choses différentes. Donc pour t négatif, I de t est égal à I0 constant. Pour t positif est compris et inférieur à taux, on a I de I qui est égal à I de t, tout simplement. Et pour t supérieur ou égal à taux, on a I qui est égal à 0. Voilà. C'est ce que nous donne l'énoncé. On se place dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, et donc on travaille en coordonnées cylindriques. Déterminer l'expression du champ magnétique B pour tous les instants. Ici, on justera les éventuelles approximations, et on précisera si le champ magnétique est homogène à l'intérieur et à l'extérieur du solénoïde. Donc ici, dans la RQS, on peut utiliser le théorème d'Ampère, pour la simple et bonne raison que dans la RQS, on a l'équation de Maxwell-Ampère qui est ρ de B égale mu0j plus mu0 epsilon 0 dE sur dt. Et donc la RQS, ici, consiste à négliger ce terme devant le terme mu0j. Et donc, on se retrouve avec le théorème d'Ampère que l'on peut utiliser, mais avec un courant variable, donc qui se met sous la forme de l'intégrale de B scalaire dl sur un contour fermé, est égal à mu0 I enlacé, avec éventuellement un courant qui dépend du temps. Donc ici, c'est le champ créé par un solénoïde. Donc bon, je ne vous apprends rien. Je pense que vous l'avez tous appris à le démontrer dans votre cursus. Moi, j'ai fait des vidéos de cours sur la démonstration du champ créé par un solénoïde. Donc là, je vous invite sur mes autres vidéos. Et donc le champ créé par le solénoïde s'écrit B égale mu0 N sur L I selon le vecteur ici UZ, au vu de l'orientation des courants. Voilà. Qui sont bien représentés. Donc on voit bien les courants lorsque l'on les prend dans la main qu'ils partent pour générer un champ qui va selon plus UZ. Donc ça c'est... Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc ce champ B, ça c'est à l'intérieur. Et à l'extérieur, eh bien, on a que le champ B est nul dans le modèle du solénoïde infini. Donc finalement, pour t inférieur à 0, eh bien, on va avoir que B est égal à mu0 n sur L I0 selon Z. Pour t inférieur à tau, on va avoir que B est égal à mu0 n sur L I de t selon Z. Et pour t supérieur ou égal à tau, on va avoir que B est nul. Et ça, c'est à l'intérieur, hein, évidemment. Et à tout instant, le champ à l'extérieur va être supposé nul. Et donc, le champ est homogène à l'intérieur et à l'extérieur, en dehors des effets de bord. Bon, évidemment,
on ne peut pas passer brutalement, on ne peut pas avoir une discontinuité ici de mu0n sur L I0, par exemple pour t négatif, à 0 d'un seul coup. Mais ça, c'est dû au fait qu'on néglige ici les effets de bord. Donc, on me demande de justifier si le champ est homogène à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, il est homogène à l'intérieur, homogène à l'extérieur, et il y a modulo les discontinuités, hein, si vous voulez. Ici, le champ que je calcule, il serait valable voilà, sur cette partie-là, par exemple. Vous voyez, pas trop près du bord vers le haut et pas trop près des côtés. Donc ça, c'est le champ que je calcule et à peu près valable dans cette zone-là. Donc ça, c'est pour le champ B. Maintenant, pour en déduire le champ électrique E, il faut utiliser l'équation de Maxwell-Faraday. Donc on a que ρ de E est égal à moins dB sur dt, ici. Donc par propriété de symétrie, donc ici on a que M ER EZ est un plan de symétrie de B, tout du moins dans les cas où B est non nul, hein, ici, puisque le champ B est porté par EZ. Donc un plan d'antisymétrie de E. Donc on en déduit que le champ E, c'est un champ porté par Eθ, au point M, hein, évidemment, peu importe la position du point M. Et ensuite, on a que B est invariant par rotation d'angle θ, en norme. Voilà. Donc B est invariant par rotation d'angle θ, donc norme de E également par principe de Curie. Donc on en déduit que le champ E de MT, c'est un champ Eθ de RZ selon Eθ. Et donc pour calculer le champ E, bon déjà on va se rendre compte que pour T négatif et pour T supérieur ou égal à tau, eh bien on a que dB sur dt est égal au vecteur nul, puisque le champ B est soit nul soit constant. Donc on en déduit que le rotationnel de E est égal à 0. Et on exclut tout champ constant. Donc on en déduit directement que E est égal à 0 à l'intérieur et à l'extérieur, du coup, puisque B est tout le temps nul à l'extérieur, ici. Et puis pour T inférieur à tau, eh bien, par contre, il va falloir faire le calcul pour T inférieur à tau. Eh bien, utilisons la forme intégrale du théorème de l'équation de Maxwell-Faraday. Donc on a que ρ de E égale moins dB sur dt, ça c'est sa forme locale. Et bien sous forme intégrale, l'équation équivalente, c'est que l'intégrale de E scalaire dl sur un contour fermé, ici par théorème de Stokes, est égale à moins la dérivée par rapport au temps du flux de B, c'est-à-dire de l'intégrale de B scalaire ds avec la surface délimitée par le contour de Stokes. Et donc ici, il va falloir que je fasse une disjonction de K, selon que le point M soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ici, on va prendre dans un premier temps M à l'intérieur. Donc si je prends un point M à l'intérieur, il faut que je me délimite un contour orienté dans le même sens que le courant I, de surface ici, plutôt la surlignée pour qu'on ne surcharge pas trop le dessin, de surface S est orienté par un vecteur N qui est comme cela. Donc pour un point M à l'intérieur, on a que l'intégrale de B scalaire ds, c'est égal à B
qui vaut mu0 n sur L I de t, fois la surface de la sphère du cercle ainsi délimité, qui est pi r carré, puisque ici c'est un disque de rayon petit r que j'ai délimité, passant par M. Et l'intégrale de E scalaire dl, étant donné que E est selon Eθ, c'est l'intégrale de Eθ de Rz fois R dθ sur le contour. Et donc ça fait 2pi r Eθ, tout simplement. Donc on en déduit que 2pi r Eθ est égal, ça c'est l'intégrale de E scalaire dl, à moins d sur dt de mu0 n sur L I de t fois pi r carré. Et donc la seule dépendance en t, c'est I, et donc on en déduit que E, ça c'est pour R plus petit que B ici. Donc B c'est le rayon du solénoïde ici, c'est petit b. Donc pour R plus petit que B, on a que E est égal ici à moins mu0 n sur L. Les pi se simplifient, il me reste un R sur 2 dI sur dt selon Eθ. Donc voilà ce que j'obtiens pour R plus petit que B, si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Et pour R plus grand que B, alors je vais décaler volontairement pour ne pas confondre ici les disques. Pour R plus grand que B, eh bien la seule zone de l'espace pour laquelle le champ B est non nul, c'est cette zone ici de rayon petit b. Et donc en négligeant les effets de bord, pour R plus grand que petit b, eh bien on a que l'intégrale de B scalaire ds, c'est égal à B, donc mu0 n sur L I de t, fois la surface, qui est pi fois B carré, cette fois-ci, et non plus R carré. Et donc on en déduit que 2pi R Eθ est égal à moins d sur dt, donc même chose, la dérivée va seulement intervenir sur I. Et donc on en déduit que le champ E, pour R supérieur à B, est égal à moins mu0 n sur L, les pi se simplifient encore, B carré sur 2 petit r, dI sur dt, selon Eθ. Voilà ce qu'on obtient pour les champs E. Ici, ça encore une fois, c'est pour t plus petit que tau, et le temps est positif. Ok. Voilà, c'est assez calculatoire, mais on l'avait déjà fait en cours, cet exercice, donc j'espère que vous saviez encore le faire. Donc pendant la phase t négatif, on positionne une charge ponctuelle petit q dans le plan OXY. Cette charge est supposée immobile et initialement en un point noté P, à une distance petit a EX du solénoïde. Donc là, pour bien visualiser les choses, il faut dessiner un repère. X, Z et Y qui sera ici dans la feuille. Donc le solénoïde, il est placé entre L sur 2 et moins L sur 2, puisqu'on nous dit que O, c'est le centre du solénoïde, il est d'épaisseur petit b. Du coup, le solénoïde, il est sur cette zone-là, si vous voulez. Voilà, donc ça, c'est le solénoïde. Vu du dessus. Voilà, donc ça, c'est le solénoïde en violet. Et donc, on vient placer une charge petit q en un point P, ici. Pas très loin du solénoïde, d'après ce qu'on nous dit, à une distance très petite du solénoïde. Donc en supposant, on positionne une charge ponctuelle Q de masse petit m, cette charge est supposée immobile et initialement en un point extérieur au solénoïde, noté P, de telle sorte que la distance OP soit très petite devant grand L. Et donc OP s'appelle petit a fois EX. Voilà. Je vais rajouter quelques pages pour continuer. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit qu'en supposant que tau est suffisamment petit pour qu'on puisse négliger le déplacement de la charge ponctuelle pendant l'intervalle 0 tau, déterminer l'expression de la vitesse Vp pour les instants t supérieur ou égal à tau. On négligera l'influence du poids. Et donc ici, on va simplement, c'est pas évident comme question, mais on va
On va partir du principe fondamental de la dynamique et on va essayer de l'intégrer. Donc ici, on est pour l'instant entre 0 et taux. Et comme je suis à l'extérieur, donc voilà, la charge est à l'extérieur du solénoïde. Donc B est égal à 0. Et on est entre 0 et taux, donc on va utiliser l'expression de E entre 0 et taux à l'extérieur, du coup. Donc on applique le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel galiléen, et donc on a que mdv sur dt est égal à q fois E subi par la charge, et comme on suppose que la charge ne se déplace pas ou peu, entre 0 et taux, eh bien on va considérer que E, ici, subi par la charge, E de mt, c'est tout simplement E de p, t, et donc E de pt, on va utiliser l'expression qui est juste au-dessus encadrée en rouge, qui est donc moins mu0 n sur L b carré sur 2r, r ça va être petit a du coup, puisque on va considérer que la particule ne bouge pas, donc elle est située à une distance petit a, di sur dt, selon Eθ, et donc le vecteur Eθ ici, au point P, ça c'est le vecteur ER, ça c'est le vecteur EZ, et donc Eθ, c'est rien d'autre que EY. Dans cette situation, comme la particule ne bouge pas. Donc on en déduit que mdv sur dt est égal à moins mu0 n sur L b carré sur 2a di sur dt selon EY. Et donc on va pouvoir diviser par m et intégrer entre 0 et taux. Donc ça me donne que v de taux moins v de 0, directement, c'est une intégrale, est égal à moins mu0 sur m, n sur L, b carré sur 2a, ey. Et je vais avoir intégrale de di sur dt, qui va me donner, du coup, i de taux moins i de 0, selon ey. Et là, il y a des choses qui se simplifient. Il n'y a pas de vitesse initiale, donc v de 0 est nul. Et i de taux est nul aussi. Donc il nous reste directement que v de taux est égal à mu0 n, mu0 sur m, n sur L, b carré sur 2a, i0, ey. Voilà, donc la particule est mise en mouvement selon ey, ici. Et on a l'expression de v de taux. Voilà. Alors, rappelez sans démonstration l'expression du champ électrostatique en un point M de l'espace produite par une charge ponctuelle située au point P. Donc ça, c'est assez facile. Ça, c'est une question de cours. Donc le champ électrostatique s'écrit Q sur 4pi epsilon 0 pm cube selon le vecteur PM. Donc ça, c'est vraiment la question de cours à laquelle j'espère tous vous savez répondre si vous prétendez passer le concours de l'école polytechnique. Et donc en question 7, exprimer GEM en présence de la charge pour les phases t plus petit que 0 et t supérieur ou égal à taux. Donc on va essayer de raisonner sur cette partie. Donc je vais reprendre uniquement les deux dernières questions pour éviter d'avoir à me déplacer à chaque fois. Donc ici on va commencer déjà par la partie pour t supérieur ou égal à taux, qui est la partie la plus simple, puisque B est égal à 0, Bxt est égal à 0, et B1 est égal à 0, quel que soit M. Donc on en déduit que GEM est égal à 0 pour T supérieur ou égal à taux. Donc la quantité de mouvement du champ électromagnétique est nulle pour T supérieur ou égal à taux. Et ensuite pour T négatif, on a B. Donc pour T négatif, on avait calculé que le champ à l'extérieur était nul, mais le champ à l'intérieur était non nul. Donc B1 est non nul et Bxt est nul. Donc ici, finalement, la seule contribution
qui va intervenir, ça va être le cas à l'intérieur, et on n'a que E, le E du champ, le E induit, est nul, et donc il reste uniquement le champ de la charge, E de la charge ponctuelle, on va l'appeler EQ, d'où GEM, pour T négatif, c'est égal à l'intégrale, ici, de l'expression de GEM. L'expression de GEM, c'était epsilon 0 E vectoriel B. Donc ça fait epsilon 0 E Q vectoriel B, du coup B intérieur, c'est le seul champ qui est non nul, et donc sur le volume du solénoïde, puisque je suis sur la seule partie où le champ est non nul. Et donc ça va me donner l'intégrale sur le volume du solénoïde de epsilon 0 fois Q sur 4pi epsilon 0 PM cube vecteur PM, produit vectoriel B intérieur, et on avait trouvé mu0 n sur L I0 selon EZ. Et donc on va pouvoir simplifier les epsilon 0, et on va utiliser le formulaire. Le formulaire fait intervenir l'intégrale de PM sur PM cube dV. J'ai oublié le dV ici. Donc ça, je vais l'écrire comme Q sur 4pi fois mu0 n sur L I0 fois intégrale sur le volume du solénoïde de PM sur PM cube dV, le tout produit vectoriel EZ. Et donc cette intégrale d'après l'énoncé fait moins 2pi b carré sur a selon EX. Et donc EX vectoriel EZ fait moins EY, et avec le moins ça va faire plus. Donc il va me rester Q sur 4pi mu0 n sur L I0 fois 2pi b carré sur a EY. Et donc les deux pi se simplifient. Il me reste mu0 n sur L Q. Les deux pi se sont simplifiés. Il y a un facteur 2 qui reste b carré sur 2a I0 selon EY. Ça c'est GEM pour T négatif. Et donc GEM pour T positif est égal à 0. Et donc dernière question, à partir d'un bilan de quantité de mouvement, expliquer comment la charge ponctuelle est mise en mouvement. Là ici on va comparer à la charge ponctuelle. Donc pour la charge ponctuelle, on avait P pour T négatif qui est égal à M V pour T négatif, c'est-à-dire 0. Et pour T positif, T supérieur ou égal à taux, eh bien on a P qui vaut M fois V de taux. Et là où c'est remarquable, c'est que M fois V de taux, vu ce qu'on a calculé tout à l'heure, si vous reprenez l'expression de V de taux, qui est ici, eh bien on en déduit que P, la quantité de mouvement de la charge ponctuelle, pour T supérieur ou égal à taux, est égal à M fois V de taux, ça fait donc mu0 n sur L b carré sur 2a I0 selon EY. Et donc on obtient l'expression qu'on avait obtenue avant. Alors attendez, je vérifie que j'ai pas perdu quelque chose dans le combat. Présence de la charge Q, donc le champ E c'était GEM epsilon 0 E vectoriel B. Voilà, donc je vérifie mes calculs. mu0M. Voilà, je l'ai perdu une charge ici, pardon. Donc j'ai perdu la charge, je me disais bien qu'on n'avait pas la bonne solution. Donc dV sur dt, ici j'ai perdu une charge. C'est un petit peu malheureux, donc faites pas comme moi. Enfin, faites comme moi, corrigez. C'est toujours intéressant de revenir en arrière quand on s'est trompé. Donc j'ai perdu la charge de la force électrique qui était Q fois E. Ce qui fait qu'à la fin, il me manque une charge pour identifier vraiment proprement cela. Donc on obtient mu0 n sur L Q b carré sur 2a I0. Et si vous regardez le GEM qu'on a obtenu au-dessus, c'est exactement GEM pour T négatif, mu0 n sur L
Q, B carré sur 2A, I0 selon EY. Donc on a un transfert total de la quantité de mouvement, donc du champ électromagnétique vers la charge. C'est quelque chose de remarquable. Au départ, la quantité de mouvement est non nulle pour le champ, nulle pour la charge, et à la fin, elle est non nulle pour la charge et nulle pour le champ, avec un transfert total. Donc la quantité de mouvement du système charge plus champ est constante, finalement, dans ce type d'expérience. Donc voilà pour cette vidéo qui concernait la correction du début de l'épreuve de l'XENS de cette année. C'est pas une partie facile. Clairement, pour démarrer le sujet, il fallait plutôt bien réveillé. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aide, que vous appréciez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.